Oui, bonjour à toutes et à toutes. Donc, comme le disait Pauline, nous avons une nouvelle une piqûre de rappel, puisque 10 ans, pratiquement exactement, après l'épisode Variscan, qui a conduit à le retrait de tous les permis qui avaient été accordés à l'époque par le ministre de l'économie, qui est aujourd'hui le président de la République, à Variscan, nous étions parvenus à donc mettre un terme à cette épidémie. Il y avait plus d'une dizaine de permis en France et 3 en Bretagne. Aujourd'hui, donc, ce n'est plus des Australiens qui viennent, qui s'intéressent à notre sous-sol, mais des Canadiens et qui, suivant le modèle habituel, ont créé une filiale en France qui s'appelle donc Braise Ressources et qui risque de nous occuper pendant quelques temps. Alors, je vais vous donner donc, enfin, essayer de vous donner les grandes lignes de ce dossier, sachant que après, il faudra évidemment transposer tous ces éléments sur les territoires concernés, et ça, mais on aura le temps d'en reparler au cours des semaines et des mois qui viennent. On va passer à la deuxième diapo. Merci. Donc, la base de tout, c'est la réglementation, la procédure qui est lancée aujourd'hui. Le point dont il faut se rappeler, c'est que le droit français établit que tout propriétaire peut jouir de son terrain et de son sous-sol, sauf, c'est moi qui ai mis la majuscule, mais c'est très important, sauf si le sous-sol en question abrite des ressources minières, auquel cas elles appartiennent à l'État français. Donc c'est là que les ennuis commencent, parce que des ressources minières, il y en a énormément dans les terrains comme ceux qui constituent le massif armoricain. On le retrouve ce même profil dans le Massif central, par exemple, une partie des Alpes, le Gard, le Tarn par là, et puis également dans une partie des Pyrénées. Et c'est bien pour ça que régulièrement, on a eu ces alertes sur ces zones-là il y a une dizaine d'années et que ça recommence maintenant. Euh, le, la genèse de ce type de projet, c'est un beau matin, un porteur de projet se réveille en se disant, j'ai envie d'aller fouiller à tel endroit. Donc, il élabore un petit dossier de demande de permis de recherche minière, ce qu'on appelle, enfin, c'est des permis exclusifs de recherche minière, ce qui donne l'acronyme PERM, PERM pour les intimes. Et il passe un petit coup de fil au ministère de l'économie, puisque c'est l'économie qui gère ces dossiers et non pas l'écologie. Ce qui, au bout de quelques échanges, amène à une première étape qui est un avis de mise en concurrence. C'est-à-dire que l'idée d'ouvrir de faire des prospections dans le cadre d'un PERM sur tel territoire est soumise à une consultation nationale dans le but d'attirer d'autres candidats à l'exploration sur ce territoire et pour que le ministère puisse juger de celui qui est le plus compétent, le plus ambitieux, le plus attrayant dans l'objectif de développer la connaissance et l'exploitation à terme des ressources du sous-sol. Cet avis de mise en concurrence dure pendant 1 mois et il est publié au journal officiel. Ça, c'est la première étape. Et instruit par l'expérience Pariscan, nous avions depuis quelques années maintenant l'habitude de regarder tous les matins le journal officiel, la rubrique dans laquelle ce genre de publication est susceptible d'intervenir. Et c'est comme ça que le 10 janvier dernier, on a percuté sur le fait qu'il y avait ce permis EPONA, ce projet de permis EPONA, qui était soumis à consultation. Donc, la deuxième étape, donc fin janvier, la première consultation s'est terminée. Ensuite, ça a mouliné dans les services du ministère et ça aboutit donc le 24 juin dernier à la publication, toujours sur le site du ministère, d'une consultation du public par voie électronique. Alors, la consultation du public, pour rappel, il n'y a pas de commissaire enquêteur, c'est pas comme une enquête publique.
Donc, on poste ces observations sur le site du ministère, mais on n'a aucune idée de ce que les petits copains ont pu envoyer comme observation. Et il n'y a pas de commissaire enquêteur, donc c'est à la fois le commanditaire qui est le bénéficiaire en quelque sorte qui instruisent tout le dossier. Enfin, il n'y a pas de tierce personne comme un commissaire enquêteur pour établir une analyse et donner un avis théoriquement impartial. C'est un peu biaisé. L'autre problème avec les consultations du public, c'est qu'il n'y a pas une étude d'impact en bonne et due forme, mais simplement une notice environnementale qui est une version très light et qui ne permet pas vraiment de creuser les impacts, la connaissance des impacts sur les milieux concernés. Donc cette notice d'impact, elle est accompagnée d'une description des capacités techniques et financières du porteur de projet et également d'une évaluation à la louche, hein, franchement, de l'impact des travaux et des mesures correctives envisagées. Ensuite, les services du ministère reprennent la main et pendant un temps donné qui ne peut pas excéder 2 ans, on instruit la demande avec des allers-retours vers le porteur de projet pour savoir enfin, pour lui demander de compléter tel ou tel point éventuellement. Et dans les 2 ans, on a soit un avis favorable, soit un refus tacite ou explicite si le ministère prend la peine de lui écrire un petit mot pour lui dire que c'est non. Euh, Objectivement, depuis le temps que enfin, que je guette ce genre de publication sur le journal officiel, le taux de réussite est de 90%, hein. Donc, il faut se dire qu'à partir du moment où le processus administratif est lancé, il y a quand même de très fortes chances pour qu'on aboutisse à un PERM en bonne et due forme dans les mois à venir. Et dans la mesure où le PERM est octroyé, la durée décrite par le code minier est de 5 ans maximum, renouvelable 2 fois. Donc ça peut durer 15 ans, mais c'est rare. Je précise que sur le permis EPONA, qui est celui qui concerne plus particulièrement la rive gauche de la rade de l'Orient, en Morbihan, la demande porte sur 3 ans. Et c'est probablement dû au fait que le périmètre du permis EPONA sollicité est de 50 km², alors que pour les deux autres, il est de 350 ou 450 km². Donc, évidemment, ça nécessitera probablement un petit peu plus de temps. On va passer à la suivante. Merci. Donc, si au terme des recherches dans le cadre du PERM, le PERM, si le porteur de projet le détenteur du PERM demande une concession d'exploitation cette fois-ci, pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherche, donc pendant 3, 5, 10 ou 15 ans, hein, ça dépend de la durée des prolongations demandées, le titulaire du PERM est le seul à pouvoir présenter une demande de concession sans mise en concurrence, donc il a l'exclusivité. Et cette demande de concession délimite un nouveau périmètre qui, en règle générale, est plus restreint que celui du périmètre de recherche exclusive. C'est logique puisque dans le périmètre initial, ben, on y va un petit peu à l'aveugle, on ne connaît pas par définition ce qu'on cherche, enfin la localisation de ce qu'on cherche. Et donc, une fois qu'on a localisé des secteurs plus juteux, plus prometteurs, c'est sur ces secteurs-là qu'on concentre le périmètre de la concession. Euh, Ceci fait que il faut se dire qu'à partir du moment où un PERM, un PERM a été accordé, il y a quand même ce qu'on appelle dans le milieu un droit de suite qui est assez marqué et qui fait que c'est un petit peu une voie royale pour l'obtention d'une concession et qu'il faut se méfier parce que les préfectures ont tendance à nous dire, mais ne vous inquiétez pas, on n'est qu'au début d'un long processus et ça n'engage à rien. Non, non, c'est pas vrai. En fait, il y a un engrenage qui est démarré et qui est assez mal engagé en fait
la protection de l'environnement, puisque comme on va le voir, c'est des activités qui sont quand même très impactantes. Et on peut se dire que l'engrenage amènera tôt ou tard à une concession, pour autant que le porteur de projet n'abandonne pas en cours de route, mais en général, il persiste. Et donc, ça mène à l'octroi d'une concession pour un maximum de 50 ans. 50 ans, ça fait long quand même. Après instruction, pendant 3 ans de la demande de concession, et là, 3 ans maximum, si donc l'octroi intervient, il doit se faire avant 3 ans. Et sinon, s'il n'y a pas de réponse, ça peut être un rejet tacite, comme on l'a vu pour le PERM. Donc, les procédures, la première procédure d'avis de mise en concurrence, le PERM et la concession, sont initiées au niveau du ministre chargé des Mines, qui est le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, qui délègue au préfet local, donc le Morbihan. En fait, ce sera probablement le préfet du Morbihan qui sera responsable de la supervision des 3 permis, au moins de Epona et Taranis, parce que l'entreprise Braise Ressources est domiciliée à Lorient. Mais bon, j'ai pas lu tous les 3 dossiers, donc je ne peux pas être catégorique, mais enfin, c'est probablement comme ça que ça se passera. Et alors, on prendra les questions à la fin, hein. Pauline est en train de noter tout ça et on reprendra par grand thème les différentes questions. Donc, le préfet local suit la gestion au quotidien de toute la procédure, mais au final, il renvoie tout le dossier avec tous les éléments de réflexion au ministère, et c'est bien au ministère que la décision sera prise et que les arrêtés ministériels d'octroi ou pas, ou de refus, seront signés. Le résultat des courses, c'est que quand on y réfléchit un petit peu, il s'agit d'un processus supraterritorial qui impose au territoire, à la population, à ses élus, les élus qui sont quand même chargés de la gestion de l'aménagement et du développement du territoire, il faut le savoir, une décision gouvernementale portant sur une activité industrielle extrêmement importante pour le développement futur du territoire, qui ne pourra plus prendre ses décisions en toute liberté. Il y aura des éléments durs concernant l'activité extractive, la santé publique, l'environnement, les paysages et la qualité de vie de la population locale. Il faut le savoir. L'objectif officiel de la relance de l'activité minière, dont on entend parler maintenant depuis de nombreuses années, c'est à cause du changement climatique, il faut faire évoluer nos pratiques de société. Et l'un des leviers, c'est le choix de la transition énergétique, donc de la décarbonation de nos consommations énergétiques, en passant donc du charbon, du gaz, du pétrole, à l'électricité euh, éolienne, hydraulique, nucléaire maintenant, etc., etc. Bon, le problème, c'est que le choix de la transition énergétique sans évolution des modes de consommation de la société euh, repose sur de l'extraction qui va devenir de plus en plus intensive et de plus en plus consommatrice de métaux. Je vais y revenir dans les diapos suivantes, mais il faut se dire que là, on entre dans un cercle vicieux qui est un peu shadokien. En effet, la population augmente, ça on le sait, toutes les statistiques mondiales et nationales le disent. Les aspirations de chacun des occupants de la Terre, également en termes de niveau de vie, on sait très bien que dans les pays en voie de développement, il y a eu une accélération phénoménale. On regarde ce qui se passe en Inde, en Chine, même en Afrique maintenant. Les consommations individuelles sont de plus en plus pesantes pour l'environnement. Et donc, du fait de l'augmentation du niveau de vie, les consommations d'énergie et de biens manufacturés qui imposent la consommation d'énergie pour eux-mêmes,
est en augmentation exponentielle. On estime qu'il faudra produire dans les 35 années à venir plus de métaux qu'il n'en a été extrait depuis toute l'histoire de l'humanité. Alors, si on recadre, il faut se dire que l'âge de la pierre, il n'y avait pas de consommation de métaux, mais à partir du moment où on a découvert l'utilité du bronze à la fin de la préhistoire, ça fait à peu près il y a 4000 ans, eh bien, après, le processus a été enclenché. On est passé du bronze au fer, et puis on a découvert tous les autres métaux à suivre, et on en arrive à aujourd'hui. Donc, 4000 ans d'extractivisme de plus en plus intense. L'industrie minérale, avec le recul, on peut en juger, est l'une des activités humaines les plus impactantes parce qu'elle implique des consommations d'eau très importantes, mais cette eau est fortement perturbée, la qualité de l'eau est en question ne ressort pas indemne du processus minier. La consommation d'énergie qui jusqu'à présent était essentiellement carbonée, ça induit une artificialisation des sols parce que les mines sont très gourmandes en surface, autant pour le trou, mais aussi pour l'état de déchets d'extraction et de résidus de traitement. J'y reviendrai plus tard. Il y a des pollutions environnementales très, très importantes et évidemment des conséquences pour la santé. On va développer tout ça dans les diapos à venir. On va passer à la cinquième, merci. Donc, il faut savoir également que depuis le temps qu'on creuse, euh, tous les gisements à forte teneur, à forte concentration et aisément accessibles sont considérés comme épuisés de par le monde. C'est très facile à comprendre. Les premiers hommes, enfin, hommes dans le sens de l'espèce humaine, qui ont commencé à faire des trous, à chercher notamment l'étain, le cuivre, le zinc, ils ont trouvé des veines qui se trouvaient à la surface de la Terre et ils n'avaient pour les attaquer, pour les exploiter, que des outils extrêmement rudimentaires. Et donc, c'est à ces gisements-là, évidemment, qu'ils ont commencé à s'attaquer. Ça fait 4000 ans que le processus est enclenché. Donc, au cours des siècles et des millénaires, on a épuisé cette couche-là. Donc, on a commencé à aller chercher un petit peu plus loin, avec des galeries, avec des puits, etc. Ou alors avec des grands trous que l'on creusait. Donc, évidemment, plus la roche est pauvre, plus on va chercher profond pour essayer de trouver plus riche, plus les besoins en énergie et en eau, avec les impacts associés, augmentent. On estime, alors je fais une parenthèse là-dessus, enfin, la dernière diapositive, on vous a mis ce que j'ai appelé une webothèque, hein, comme les bibliothèques ou les discothèques, c'est-à-dire que vous avez une foultitude de liens vers des sites Internet avec des documents sur lesquels qui font autorité, qu'il s'agisse de sites officiels gouvernementaux ou d'agences internationales ou bien d'associations spécialisées comme Systex, par exemple, qui est une source inépuisable d'informations sur le sujet. Et donc, tout ce que l'on vous dit là, c'est blindé au niveau des sources et de l'exactitude des données. Donc, en gros, parce qu'évidemment, ça change en fonction de la concentration du métal dans la roche et de la profondeur, etc., on estime qu'il faut entre 5 et 10 kilowatts par tonne de matière première pour une mine à ciel ouvert. Et quand il s'agit de mines souterraines, on passe à une moyenne de 20 à 50 kilowatts par tonne. J'ai fait un petit calcul. 1 kilowatt est égal à, pour 1 million de tonnes de matières premières extraites, hein, la roche brute, ce qui est une petite moyenne pour une mine, 1 million de tonnes par an. Ça donne 10 millions de tonnes par an. Quand on multiplie par la consommation d'un habitant standard, qui est estimé par les sites gouvernementaux à 2223 kWh par an, on arrive à l'équivalent pour une mine standard de 4500 habitants.
Donc, vous imaginez le poids que représente une mine sur le réseau d'une région, d'un secteur. Je donne comme exemple le fait que la commune de Saint-Nolff totalise 4000 habitants, pour vous donner une idée de grandeur. Si vous avez plusieurs mines sur le territoire, vous pouvez multiplier ça, euh, c'est un minimum. Donc, euh, plus la roche est pauvre, plus vous avez besoin d'installations de production d'énergie pour compléter, enfin, pour équilibrer les réseaux. Énergie carbonée ou pas. C'est-à-dire, vous avez la centrale de Landivisiau, est-ce qu'il faudrait en créer d'autres pour alimenter les mines si elles se concrétisent? Vous avez besoin également de multiplier les champs d'éoliennes, vous avez besoin de multiplier les panneaux photovoltaïques, toutes choses qui sont elles-mêmes grosses consommatrices de métaux. C'est pour ça que je parlais d'un processus shadowkien, parce qu'on voit une espèce de boucle infernale qui se dessine et dont on ne peut pas sortir. Donc, tous ces éléments-là font que le processus participe à l'accélération du changement climatique, c'est intrinsèque. Changement climatique que la finalité de la décarbonation est censée freiner. Donc là, on commence à avoir des petits problèmes de suivi de la logique de l'exercice. Donc, l'autre poste qui est très vulnérable à ce type d'activité minière, c'est l'eau. Tout simplement parce que le fait qu'on déploie les énergies, les technologies bas carbone accroît les pressions sur l'eau et ça crée un enjeu majeur pour les sociétés dans le monde actuel qui, avec le changement climatique, est de plus en plus contraint en ce qui concerne la ressource hydrique. On a tous en tête l'exemple récent de l'été 2022. On sait très bien que le GIEC et l'organisme Copernic, qui est l'organisme européen qui s'occupe d'exploiter toutes ces données climatiques et de faire de la prospective, nous affirment que statistiquement, la répétition de ces événements extrêmes va se produire de plus en plus rapidement, de plus en plus fréquemment, et avec une intensité de plus en plus grande. Donc, ça promet du bonheur. Rétrospectivement, entre 1900 et 2010, il faut savoir que les prélèvements au niveau mondial ont été multipliés par plus de 7 prélèvements d'eau, alors que comparativement, la population n'a été multipliée sur la même période que par 4,4. On faisait référence tout à l'heure à l'augmentation du niveau de vie. Ça participe de ce phénomène-là. Le volet eau, effectivement, la consommation augmente pratiquement du double de l'augmentation de la population. Donc, on a un effet ciseau là qui est un peu difficile à envisager. L'intensification des extractions minières à travers le monde est donc synonyme de l'augmentation de la consommation de l'eau, mais aussi de sa privatisation, s'agissant d'un bien commun qui est reconnu par l'ONU essentiel pour la vie et pour les droits de l'homme, et qui est, comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus impacté par le changement climatique. Donc là, il risque d'y avoir un problème de chiffres pour la suite du développement de l'extractivisme. On va passer à la suivante. Alors, je vous ai sorti cette carte d'un rapport pour lequel vous avez la référence du World Resource Institute de 2015. C'est une carte qui anticipe sur le stress hydrique prévisible à l'échéance de 2040 de par le monde, du fait de l'extraction de certains métaux. Alors, les métaux en question, ils sont énumérés là. Vous avez le lithium, le zinc, les terres rares, le cobalt, le cuivre, le nickel. Je pense que c'est les principales entrées. Donc, on voit des blocs qui sont très rouges, rouge très foncé, avec un classement de niveau de stress hydrique prévisible extrêmement élevé. De manière pas très surprenante, on a l'Arabie, la péninsule arabique, le Maghreb, l'Espagne, la Turquie,
et puis enfin, c'est le Moyen-Orient qui s'arrête à l'Inde et à la Chine et au Tibet. Euh, je crois que le Chili aussi compte dans la collection. C'est évident qu'en raison du contexte climatique de ces pays-là, la moindre intensification de l'activité extractiviste par quelques pourcents a des effets dramatiques, puisque de toute façon, il n'y a pas d'eau pour commencer. On a une catégorie un petit peu plus, enfin un peu moins sombre, et avec enfin, une étiquette niveau de stress élevé. Eh bien là, ce sont des pays très très extractivistes comme l'Australie, qui est l'un des pays les plus actifs en la matière, le sud de l'Afrique, l'Afrique du Sud en particulier. Vous avez également certains points des îles de l'Indonésie. Là, c'est en raison de la disponibilité de l'eau. Vous avez la Chine, qui est évidemment très, très fortement extractiviste, l'Inde. Euh, Qu'est-ce que c'est que celui-là? Je suis en train de me demander, ça doit être, ben non, c'est pas la Roumanie. Euh, Ça doit être le Kazakhstan peut-être. Et puis, j'ai pas révisé ma géographie, je suis désolée. Vous avez le Pérou, les États-Unis et l'Alaska qui fait partie des États-Unis, comme chacun sait. Et puis, la catégorie d'en dessous, avec un impact faible à modéré, vous avez l'Argentine et je vous souligne le fait que vous avez la France, l'Angleterre, l'Écosse, la Pologne. Non, c'est pas la Pologne, ça c'est euh, la Biélorussie, la Lituanie probablement, et, et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Et l'Argentine, évidemment. Donc, gardez à l'esprit le fait que la France est quand même dans la fourchette des pays vulnérables à l'augmentation du stress hydrique et que le changement climatique, bon, là, il est pris en compte approximativement jusqu'en 2040, mais une mine, ça a un impact de 50 ans et plus, puisque les concessions peuvent être renouvelées. Donc, on est dans le très long terme. On va passer à la suivante. Donc, pendant l'exploitation, on parle de la concession, hein, de la partie opérationnelle. euh, il y a une perturbation majeure du cycle de l'eau. Alors, le cycle de l'eau, pour rappel, c'est une grande boucle que fait la goutte d'eau qui tombe sur Terre à un moment donné, qui soit s'écoule dans un cours d'eau pour rejoindre la mer, tombe sur la mer éventuellement, s'évapore également du sol pour retourner dans le nuage. Et pour la partie qui va s'infiltrer dans le sol, elle va circuler dans le sous-sol par des circulations souterraines dans certains milieux comme les milieux sédimentaires comme le bassin parisien, l'Alsace ou tout le secteur du Piémont pyrénéen. Il y a des bassins sédimentaires avec des nappes d'eau souterraine. Ce n'est pas le cas en Bretagne, très peu. Mais ces nappes d'eau souterraines et ces circulations finissent, au gré des variations de relief, à alimenter des sources qui elles-mêmes donnent naissance à des cours d'eau, etc. Donc c'est la grande boucle du cycle de l'eau et on ne peut pas parler de nouvelles ressources en évoquant l'eau souterraine, par exemple, parce que en fait c'est un stade de la circulation de l'eau entre la phase aérienne et la phase souterraine. Donc on ne peut pas tricher, c'est pas deux robinets différents, c'est une grande boucle. Donc, à partir du moment où vous avez soit des galeries souterraines, soit un cratère formé par par la mine, c'est le cas aussi pour les carrières accessoirement, on est obligé de pomper au fond du cratère parce que nécessairement les circulations d'eau souterraine sont interrompues puisqu'on a fait un trou, donc l'eau tombe au fond. L'ennui, c'est que c'est précisément au fond que les ouvriers veulent travailler, ça les gêne, donc on met des ponts et on renvoie cette eau souterraine qui aurait dû normalement petit à petit circuler à la vitesse de quelques dizaines de mètres par an, hein, c'est très lent, jusqu'à son exutoire naturel, eh ben, elle ne sortira plus à l'endroit prévu et ça veut dire que ça va affaiblir l'alimentation des cours d'eau, ce qui à son tour aura des impacts en situation d'étiage, par exemple, puisque le cours d'eau sera moins résilient. Je rappelle au passage que contrairement à la France, la Bretagne tire les trois quarts de son alimentation en eau potable
des cours d'eau et le dernier quart, des pompages, des forages profonds sous-sol, à l'inverse de la France où c'est pratiquement exactement l'inverse. Donc, quand on parle de perturbation majeure du cycle de l'eau, c'est également potentiellement un impact sur l'alimentation en eau potable et puis des activités économiques du secteur. Euh, je vous ai trouvé quelques chiffres concernant la consommation d'eau au stade de l'extraction. L'extraction, c'est donc on extrait 1 million de tonnes, mettons, de roches brutes dans laquelle se trouvent quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents de la substance chimique que l'on recherche, qui peut être le tungstène, le manganèse, le niobium, le lithium, enfin, tous ces métaux dont on a besoin, paraît-il, de plus en plus. Donc, ça, c'est l'extraction. Mais pour trier la roche, il faut la broyer en gros morceaux, puis en plus petits morceaux, puis en poudre encore plus fine. Et ensuite, il faut concentrer dans cette poudre fine les particules qui vous intéressent. Et pour ce faire, on utilise différents produits chimiques qui peuvent être des acides forts, des acides, ou bien des produits pétroliers, ou bien, dans le cas de l'or, par exemple, du cyanure ou bien de l'arsenic, toutes choses qui ne sont pas particulièrement bonnes pour l'environnement ou la santé humaine. Donc, chaque fois, on a recours à des volumes colossaux d'eau et on estime, à titre indicatif, que pour une mine d'or, on a besoin de 21 000 mètres cubes par jour, donc multiplié par 360, multiplié par plusieurs dizaines d'années, ou bien pour le cuivre, c'est encore pire, on parle de 114 000 mètres cubes par jour pendant une durée longue. À titre indicatif, je vous ai remis le nombre d'habitants de communes comme Lanester, Fougères ou Concarneau, qui font à peu près 20 000 habitants. Saint-Malo et Vannes comptent 50 000 habitants. Donc, il faut imaginer que pour les syndicats d'eau, ils vont avoir ce type, si ça se concrétise évidemment, ils vont avoir ce type de migraine supplémentaire à gérer. Et une mine, ça tourne 365 jours sur 365. Le problème, c'est qu'après avoir utilisé ces quantités d'eau colossales, eh bien, elles doivent être éliminées d'une manière ou d'une autre parce qu'on ne peut pas les accumuler sur le site. Donc, ces eaux qui sont plus ou moins bien traitées parce qu'il arrive un niveau de concentration des produits toxiques et puis un niveau aussi de volume à traiter qui fait que on maîtrise de moins en moins le process, euh, dont le pH, l'acidité est très basse, donc très corrosive, et également fortement minéralisée parce que dans le processus de concentration, on s'est attaché à extraire les particules du métal ou des quelques métaux qui vous intéressent. Mettons du lithium, et je vais dire une bêtise parce que je ne sais pas s'ils sont dans le même cortège de métaux présents au même moment, mais mettons du manganèse et du lithium. C'est peut-être pas exact, mais c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que tous les autres métaux qui seraient présents dans la roche, ils vont rester dans les déchets miniers. C'est pour ça que c'est fortement minéralisé. Parce que ces déchets miniers, après, on ne peut pas claquer les doigts pour les faire disparaître. Il n'y a pas de moyen de les faire disparaître. D'autant moins que quand on a broyé de la roche qui autrefois formait un cube bien compact dans le socle initial rocheux du territoire, eh bien, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de foisonnement, c'est-à-dire que tous les fragments sont séparés de leurs voisins par un peu d'air. Donc ça, en général, augmente le volume global de entre 30 et 50 du volume initial. Si vous avez essayé de faire un trou pour planter un arbre de Noël après les fêtes dans le jardin et puis que tout d'un coup, l'un de vos enfants vous dit: «Ah non, 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 finalement, c'est pas là que je veux le mettre, on va le mettre là-bas». Si vous essayez de remettre la terre que vous avez sortie, rien que comme ça, vous allez vous apercevoir que ça fait une bosse. Bon, donc bah, c'est encore pire évidemment à l'échelle de ce qu'on extrait d'une mine. L'autre problème, c'est le drainage minier acide. Et j'en parlerai dans les diapos suivantes parce que
c'est un phénomène d'acidification euh, de, qui est provoqué par l'exposition de la roche broyée à l'eau du ciel ou bien l'eau souterraine qui donc dégouline par les parois du cratère ou des galeries qui rince au passage tous les minéraux qui se trouvent et les éléments chimiques qui se trouvent dans la roche. Euh, cette, euh, Ces minéraux, ils contiennent des sulfures. Et le passage de l'exposition à l'eau ou à l'air provoque une oxydation les transforme en sulfite et donc en sel, enfin en matière acide. Et donc, lors d'une conversation il y a une dizaine d'années avec des ingénieurs du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, ils nous disaient que, en fait, la pile qui alimente le drainage minier acide, une fois qu'on a ouvert un cratère ou une galerie euh, dans la roche, eh bien, c'est le socle du massif armoricain. Donc, autant vous dire que c'est à perpétuité. Et pour comprendre la puissance du phénomène qui est déclenché, euh, les géologues nous parlent de l'effet grain de café. C'est-à-dire qu'on sait que le massif armoricain, par nature, a une tendance acide. On sait que les eaux de la région Bretagne sont en général plus acides que dans les régions sédimentaires. On sait que les sols ont besoin d'être amendés dans beaucoup de cas avec du calcaire hein, pour remonter le pH et favoriser la pousse des cultures. Euh, Pensez à une tentative pour faire du café et vous êtes distrait et vous, au lieu de mettre de la poudre, vous mettez des grains de café dans la cafetière. Ça va vous faire un jus infâme et vous n'allez pas être tenté de le consommer parce que là, ça n'aura pas diffusé l'arôme euh, à partir du grain de café puisque c'est un grain entier. C'est ce qui se passe avec la roche massive, le socle. Mais à partir du moment où vous avez passé ça avec un marteau hydraulique qui va vous casser des blocs de plusieurs mètres cubes initiaux, puis qu'après vous les mitraillez avec des boules d'acier pour les casser en plus petits blocs avant de les passer dans votre concasseur, puis dans un broyeur fin, eh bien, chaque fois, vous allez vous rapprocher du stade de la poudre de café. Et vous savez tous que quand vous mettez de la poudre de café dans votre cafetière, eh bien, ça peut donner des choses très agréables, où l'arôme est puissant. Eh ben, c'est pareil avec l'acidité de la roche. Et donc, ça vous donne une idée. Alors, on passe de l'échelle de la cafetière à l'échelle d'une mine qui extrait plusieurs millions de tonnes par an. Ça vous donne une idée de la puissance du phénomène que ça déclenche et qui est quasi instoppable. Alors, évidemment, le- les quantités d'eau que vous aurez, la mine aura soustraites au réseau et à la ressource euh, de la région, eh bien, elles vont être autant de volumes qui ne seront plus disponibles pour les usagers. Et on sait très bien que l'eau, on ne peut pas la fabriquer en usine. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se partager un capital eau qui est menacé par le changement climatique, qui est de plus en plus fluctuant, puisqu'on sait que désormais les précipitations vont avoir tendance à se polariser sur une zone, une période humide et une période sèche, l'été, de plus en plus sèche. Donc, ça va créer des tensions euh, au niveau de la répartition de la ressource entre les différents utilisateurs. Un breton standard, on va dire, ça consomme environ 150 litres par jour, toute consommation confondue, hein. C'est-à-dire également l'eau qui a été nécessaire pour produire les pommes de terre que vous allez manger demain midi. Alors, la suivante, on a donc, ce que je vous ai décrit là, c'est pendant l'exploitation. Mais après l'exploitation, ce qu'on appelle l'après-mine, eh bien, le drainage minier acide, on va le retrouver, et ça, on ne risque pas de l'oublier. Ça va affecter l'eau potable, ça va affecter l'abreuvement des troupeaux, ça va affecter l'eau disponible pour l'agro-industrie, entre autres. On va avoir des volumes de stériles miniers absolument phénoménaux. Et alors, les stériles miniers, c'est la roche qu'on extrait pour découvrir le gisement de roche qu'on veut exploiter, mais dans laquelle
en surface, la concentration n'est pas suffisante pour que ce soit économiquement rentable. Donc, on est obligé de les casser pour les sortir, mais après, on les met en tas et on les oublie. Sauf que eux ne nous oublient pas. Les résidus de traitement, eh ben, c'est ce qui sort de l'usine après, comme je vous le disais, la concentration et l'extraction des particules qui nous intéressent. Ces volumes de stériles et de résidus, historiquement, on n'a jamais pensé à les isoler en mettant une membrane en dessous et en faisant quelque chose d'étanche par-dessus. Dans le meilleur des cas, on mettait quelques dizaines de centimètres de terre arable, on laissait pousser un petit peu la végétation dessus et on disait c'est bon, c'est réglé. Avec le ruissellement de l'eau, avec les exemples, bon, quand il y a des tempêtes, etc., des gros orages, etc., on sait très bien que ça ne sert à rien. Même quand maintenant on commence à mettre des membranes en dessous des tas de stériles ou de résidus, on sait que les membranes, dans le meilleur des cas, ont une durée de vie de 150 ans, pas plus. Les stériles, ils sont là à perpétuité. Question, qu'est-ce qui se passera dans 3, 4, 5 générations? Parce que les jus de drainage, par l'eau qui est contenue dans les stériles et par la pluie qui tombe dessus, continuent de couler et que ça va systématiquement dans le réseau hydrographique. Il y a également la question du vent qui passe sur les tas de stériles et qui emporte les poussières qui peuvent également partir avec le ruissellement. Et dans les poussières, il y a des éléments métalliques, plus ou moins toxiques, qui vont atterrir dans le milieu naturel. Je donne comme référence des exemples comme Salsigne, Saint-Félix-de-Palière, Ternant, etc., qui sont de grandes mines, qui sont désormais fermées, mais pour lesquelles on n'arrive pas à sécuriser ces problèmes d'écoulement et de contamination du milieu. Il y a également des impacts, je l'ai déjà dit, les impacts persistants sur la ressource en eau, c'est déjà traité. Alors, je vous donne ici quelques exemples. Ils sont extraits de publications de l'association Systex, que je vous encourage à aller regarder sur leur site internet. Vous avez en haut à gauche donc une mine d'étain qui est fermée depuis plusieurs décennies à Abaret, enfin, à l'ouest de Nantes, sud-ouest de Nantes, euh, hyper toxique, mais que les collectivités se refusent à interdire, dont les collectivités se refusent à interdire l'accès au public parce qu'actuellement, il y a des jeunes qui font des courses de boss en vélo là-dessus. Il y a des randonneurs et c'est un site très attrayant pour le tourisme. D'ailleurs, ce que vous voyez en haut, là, la colline, qui est une colline artificielle, c'est le point le plus élevé de la Loire-Atlantique. Sachez-le. Donc, ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. C'est peut-être pas le meilleur plan pour la santé publique. En bas à droite, vous avez une digue de résidus miniers. C'est la colline là, que vous voyez à droite. Et vous voyez ce qui se passe au pied avec les eaux de ruissellement qui créent, bon, il y a un fossé là, et vous voyez cette eau orange, c'est parce que ça contient du fer, que le fer s'oxyde, mais il y a sûrement aussi plein d'autres choses qui sont assez pas très bonnes pour la santé. Et la, la digue, on peut revenir à la dernière, à la précédente? Et la digue, ici, ce paysage lunaire, c'est également à Saint-Félix-de-Palière, le même site que celui de droite. Et c'est, voilà, à quoi ressemble là-bas. C'était d'une mine de tungstène. J'y reviendrai tout à l'heure si on a le temps. Donc, les impacts sur l'énergie, ben, ils sont symétriques à ce que je vous ai découvert pour ce que je vous ai décrit pour l'eau. Alors, pour situer la problématique, en 2021, la Bretagne comptait, mettons, 3,5 millions d'habitants. Euh, sur la base de la croissance moyenne constatée sur les 10 dernières années, on envisage 400 000 habitants de plus d'ici 2040, donc on arrive à peu près 3,8 millions à terme. En 2023, la Bretagne a produit environ 30% de l'énergie qu'elle consomme. Alors, je vous ai fait un détail que je vous épargne, vous le lirez rapidement. Disons que la question, c'est euh, les mines, si elles adviennent, vont peser sur le bilan énergétique de la Bretagne. Donc, il va falloir augmenter la production d'énergie non renouvelable, hydraulique, photovoltaïque, éolien, méthanisation,
On sait que le nucléaire, a priori, il ne devrait pas y en avoir en France, en Bretagne, mais il y en aura en France et le réseau français est interconnecté. On est bien content de les trouver. Donc, voilà, ça va avoir un effet d'entraînement sur les besoins de production d'énergie. Euh, Dans le bilan prévisionnel pour 2023-2035, RTE, donc le réseau de transport électrique, affirme la nécessité de l'électrification du pays via l'efficacité énergétique, on est d'accord, la sobriété, le développement des énergies renouvelables et du nucléaire, qui vont impliquer des investissements massifs de 25 à 30 milliards d'euros par an. Vous voyez le budget national. Et donc, ça, c'était avant de prendre en compte l'émergence de nouvelles mines. Ça va aggraver le bilan. Donc, l'ouverture d'une mine fait exploser les besoins énergétiques d'un territoire. Alors, je vous ai donné un petit détail. Là, en 2020, on estimait que... Ah ben zut, mon petit dessin là a été coupé. Le résidentiel compte pour 42% de la consommation énergétique en Bretagne, le transport 34%, l'industrie 14% et l'agriculture et la pêche pour 10%. C'est pour vous donner une idée de la répartition. Donc, on va être condamné, si ouverture de mine, à extraire plus de métaux pour produire les infrastructures productrices d'énergie qui alimenteront la mine qui est censée nous décarboner. C'est difficile à suivre en termes de logique. On va passer à la suivante. Alors, je vous ai donné, mais très rapidement, vous la regarderez quand vous serez chez vous et que vous aurez téléchargé le fichier. Je vous ai donné le détail de la production d'énergie par EPCI, donc par communauté de communes ou collectivité, en 2022. Vous verrez que bon, on voit très bien l'endivisio, hein. Euh, on voit très bien, bon, alors il y a Saint-Brieuc là avec enfin, je suppose que c'est l'éolien marin. Bon, on voit la répartition, elle est quand même assez homogène. Et donc, ça augmentera les besoins si mine il doit y avoir. Ensuite, les impacts donc sur l'énergie, dernier point, le SRADET breton qui vient d'être révisé en 2024 cible une multiplication de 7 par 7 de la production d'énergie renouvelable en Bretagne à l'horizon 2040. Donc, vous avez vu la carte que je vous ai montrée à l'instant, multipliée par 7. Donc, par rapport à 2023, il faudrait multiplier par 3,5 les capacités de production de biogaz, par 4 le photovoltaïque en toiture, par 4,3 les surfaces de photovoltaïque au sol, par 3,5 l'éolien terrestre, par 4,85 l'éolien marin et les énergies, donc l'hydrolien, etc. L'activité minière n'est pas intégrée dans ces prévisions. Le mot mine, extraction ne figure nulle part. Et donc, c'est vraiment un ajout indispensable aux chiffres que je viens de vous prononcer qu'il faut envisager. Euh, le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, décrit l'industrie minérale comme l'un des principaux consommateurs mondiaux d'énergie primaire, correspondant à 8% environ de la consommation mondiale. Systex, donc cette association que je vous recommande fortement d'aller visiter, enfin, dont le site est éminemment instructif, a pu déterminer qu'une mine moyenne consommait annuellement autant d'électricité que 31 000 foyers en France pendant un an pour l'or, 20 000 foyers dans le cas d'une mine de charbon. Pardon, ma batterie est en train de faiblir. Et, ou bien 52 000 foyers pour une mine de phosphate. C'est pas trop on n'est pas trop exposé à ce risque en France, en métropole du moins. La consommation est inversement proportionnelle à la diminution des teneurs métalliques, ce qui rend l'activité intrinsèquement non soutenable. Pour rappel, Lanester, Fougères, Concarneau sont des villes dont la population avoisine 20 000 habitants. Donc, chaque mine, vous ajoutez une ville comme Concarneau, Fougères ou Lanester, ou bien Saint-Malo et Vannes, ou Vannes, qui ont 50 000 habitants. Pareil,
pour équilibrer les réseaux, ça risque d'être plus compliqué. Ensuite, pour l'environnement, évidemment, les impacts ne seront pas nuls. Dans le langage de la profession minière, on parle, quand on décape les couches supérieures d'un territoire pour exploiter une mine à ciel ouvert, on décrit ces couches comme des morts terrains, des terrains morts, des terrains qui n'ont aucun intérêt. Pour nous, ce sont quand même des terrains qui sont des sols vivants et nourriciers, qui ont mis des dizaines de milliers d'années à se constituer et qui portent en eux la promesse de récoltes alimentaires qui ne sont pas anodines pour la population humaine et les cheptels animaux. Donc, on voit tout de suite l'orientation de la logique de la profession. C'est un peu alarmant. Pendant l'exploitation, de par la nature même de l'activité minière, même si elle respecte la réglementation en vigueur, s'il n'y a pas d'accident de parcours, l'activité minière génère des phénomènes polluants que l'homme ne sait pas maîtriser. Ça, c'est une expression, une phrase qui, avec quelques variations sémantiques, revient dans une foultitude de publications. J'aurais pu mettre des guillemets. C'est vraiment le constat de tous les chercheurs, de tous les analystes qui se sont penchés sur cette activité. Historiquement, dans la nuit des temps, il y a 4000 ans et depuis, il y avait évidemment un manque de connaissances sur les mécanismes de pollution et d'impact sur les territoires que suscitait l'extraction et le traitement des minerais. Aujourd'hui, on en sait évidemment beaucoup plus sur la question et on s'explique, enfin, la communauté médicale, les toxicologues, etc., savent que telle substance métallique a tel effet sur la santé publique. On y reviendra si on a le temps. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Mais ce qui est assez dérangeant quand on étudie un petit peu la question, c'est de s'apercevoir qu'il y a désormais non plus un manque de connaissances, mais un déni politique qui enrobe l'extractivisme de toutes sortes de connotations positives pour la transition énergétique, quelque chose qui vous emmène vers l'avant, vers l'avenir, etc., qui est assis sur une réglementation qui, donc le code minier en particulier, mais aussi certains volets du code de l'environnement, puisque de plus en plus les deux codes se superposent, euh, cette réglementation, elle est très sélective et elle ne s'applique que dans des cas de figure ou sur des situations qui sont limitées dans le temps. Or, je vous ai dit tout à l'heure que les impacts de la mine, elles sont à perpétuité. Il y a encore des mines préhistoriques qui continuent de polluer. Donc, on ne peut pas dire que les garanties financières qui sont exigées du porteur, enfin de l'acteur minier sur une période de 20 ans, par exemple, après la clôture de la mine, vont résoudre le problème. On ne peut pas réparer le territoire sur lequel une mine est intervenue et même à perpétuité, les impacts seront perceptibles. Et donc, 20 ans, c'est peanuts par rapport à la problématique de fond. Et malgré tout, c'est le cadre que fixe la réglementation française, ce qui est dramatique pour les générations à venir. Les passerelles récemment créées par la dernière réforme du Code minier, là, qui a été actée en 2022, entre le Code minier et le Code de l'environnement, sont de portée limitée. Certaines sont assez perverses, j'y reviendrai, et il faut se dire que même si le lien avec le Code de l'environnement est assez encourageant sur le papier, comme parallèlement à ça, nous savons tous que le Code de l'environnement est détricoté. Hein, tous les articles sont revus dans un sens de moindre exigence, d'exception plus importante, etc. Donc, il limite la portée de ce qu'on avait défini au départ. Donc, ça n'incite pas à l'optimisme. Et clairement, l'orientation des évolutions de la réglementation en vigueur
favorise l'activité économique, l'emploi, toujours dans une perspective de court terme, au détriment de la santé publique, de l'environnement et de ce qu'on laissera aux générations futures. Donc, le ministère de l'écologie, qui a senti la nécessité d'enrober davantage le phénomène, a développé le concept de l'après-mine. Sur le site du ministère de l'écologie, je vous ai mis le lien, vous verrez que l'après-mine est décrit comme la stratégie de gestion des mines, des risques miniers résiduels. Alors, première question, au niveau sémantique, qu'est-ce que c'est qu'un risque résiduel? Quand on parle d'un parfum résiduel ou d'un goût résiduel, c'est vraiment ce qui reste après toute la fin. L'ennui, c'est que quand on parle de centaines de milliers de tonnes, de millions de tonnes de déchets sur un territoire, est-ce que c'est vraiment résiduel? Euh, D'autre part, au niveau de la logique de l'après-mine, initialement, elle a été mise en place, l'après-mine, la stratégie, à cause des problèmes d'effondrement des mines de Lorraine, des mines du bassin de fer de Lorraine, il y a 50 ans, et le problème de la sécurisation des puits miniers, puisque pour rappel, il y a des villages entiers qui tout d'un coup se sont effondrés quand les galeries ont croulé après avoir été fermées. Vous avez 50% d'un village qui a descendu de 3 ou 4 ou 5 ou 10 mètres par rapport au niveau environnant. Donc c'est un peu perturbant. Et l'État s'est saisi de la question lentement, mais bon, donc ils ont mis au point quelques travaux, mais qui n'ont, enfin, en général, ça a conduit à l'abandon des villages, à la reconstruction plus loin. Par contre, la question des pollutions chimiques, qui sont quasiment perpétuelles, comme je le disais tout à l'heure, n'est intégrée dans la problématique, et encore à minima, que depuis 2001, avec la création de l'organe qui s'appelle Géodéris, qui est un partenariat entre le BRGM et ce qu'on appelait à l'époque l'INERIS, qui est devenu depuis, après une mutation, l'ANSES. Donc, c'est déjà un très grand pas en avant, parce qu'avant, ça n'était pas pris en compte du tout. Maintenant, on va passer à la diapo suivante et vous verrez que tout n'est pas résolu. Alors, je vous ai fait un extrait qui est coupé aussi, zut, d'une carte que j'ai prélevée sur leur site internet. Bon, vous avez une carte de France et les périmètres rouges, là, ce sont les périmètres sur lesquels ils ont conduit une étude. Alors, si vous aviez eu la carte complète, je tâcherai, Pauline, de corriger le tir avant que vous ne mettiez le dossier en ligne. Vous verriez que le Massif central, dont vous voyez déjà le haut, et puis toute la traînée vers le Gard, le Tarn, etc., vers l'est, et puis les Pyrénées sont également très impactés. Et vous voyez que nous avons ici un petit site qui porte sur le secteur Huelgoat-Poulaouen, la mine de plomb argentifère historique qui est fermée depuis 200 ans maintenant, et qui est la seule mine en Bretagne qui a été, enfin le seul secteur minier qui a été investigué. Le problème, c'est il y a plusieurs niveaux d'études réalisés. Je ne vous fais pas le détail, mais le, pro- vous lirez ça plus tard, mais on est très loin du compte, même si c'est un grand pas en avant, parce que la quarantaine de sites qui ont été étudiés sont à mettre dans la balance avec les milliers de sites historiques, oubliés ou non, qui ont été ouverts, exploités et abandonnés, puisqu'il n'y a plus de mines en Bretagne et en France, euh, à travers le territoire. Et ces mines-là continuent de libérer, de relarguer des poussières et des volumes d'eau qui sont pollués et qui, pour la plupart, sont pas du tout ou très mal traités et évidemment qui rentrent dans le circuit hydraulique. Euh, L'inventaire bon, il y a une directive sur les déchets avec une faute d'orthographe de l'industrie extractive qui date de 2006, qui qualifie, qui donne un cadre des mines qui doivent être répertoriées. Au niveau de la France, il y a 45 entrées, 45 lignes, 45 sites d'identifiés dans le cadre de cette directive.
45 sites par rapport aux milliers de sites qui posent problème effectivement au quotidien. La suivante, s'il vous plaît. On arrive au bout là, hein. Pauline, merci. Donc, euh, dans la pratique de ces études géodéris, il faut se dire que le prix, le coût de la réhabilitation d'une mine, il est absolument colossal, faramineux, il y a pas d'adjectif pour le qualifier. Et que par rapport à cette impossible réhabilitation, eh bien, l'État fait des annonces fracassantes sur ses intentions de remédier à tous les problèmes historiques et que repartir du bon pied pour l'avenir et garantir des mines propres, soutenables, durables, vertueuses, etc., ce qui est matériellement impossible de par leur fonctionnement et leur nature. Et par contre, l'État lui-même pose un cadrage extrêmement restrictif de la réglementation, de ce sur quoi doit porter l'après-mine, ce qui entraîne une impossibilité déjà de restaurer, mais également pour les victimes de voir leur préjudice reconnu et à terme d'être indemnisés. Sachant que euh, les riverains sont, lorsqu'il y a eu les études que j'évoquais dans la précédente diapo, reçoivent des recommandations. Si on pouvait faire un bref aller-retour sur la diapo suivante, Pauline. Suivante, merci. Vous avez ici un scan de conseil sanitaire. C'est un leaflet distribué par l'ARS. Alors celui-là, je crois que c'était dans l'Aveyron. De conseil sanitaire. Alors, j'aurais dû prévoir quelque chose de plus gros. Euh, donc, on recommande aux riverains qui sont affectés par un terril de stériles de déchets miniers à deux pas de chez eux, en gros, de bien de brosser les ongles quand ils rentrent de leur jardin, d'enlever leurs chaussures avant de rentrer dans la maison, de ne jamais passer l'aspirateur parce que ça reventile les poussières et c'est pas bon, donc de passer la serpillière et de ne pas cultiver leur jardin et de ne pas laisser leurs petits-enfants jouer dans le jardin. Bon, d'accord, mais c'est un petit peu perturbant quand même pour l'utilisation de votre propriété privée. Euh, il y a quand même une nuisance majeure. Euh, Vous avez également donc bon les cultures potagères, hein, surtout pas de salade. Bon, vous regarderez ça à tête reposée, mais c'est le genre de sparadrap d'emplâtre sur une jambe de bois qu'on propose aux riverains qui, eux, sont en train de subir les pollutions et tous les cortèges d'affections lourdes, cancer, myélome, lymphome, pleurésie, etc., qui découlent de la proximité avec les résidus miniers. La dernière réforme du code minier, on peut relire, prévoit, ça c'est particulièrement vicieux, que le responsable de l'exploitation peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Alors que le ciel a plu sur son terril et que ça a déplacé des poussières, par exemple. Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'accusé d'activité minière et par la faute de la victime, consistant notamment en une abstention de prise en compte par cette dernière, la victime, des recommandations émises par les autorités sanitaires, ce que je vous ai mis à gauche. Je vous laisse méditer sur ce paragraphe qui est vraiment d'anthologie. On va revenir rapidement en arrière. Merci. Donc, les, euh, les travaux correctifs recommandés par Géodéris suite à ces investigations, à ces études, sont, outre qu'ils sont extrêmement réducteurs dans l'emprise euh, de territoire sur laquelle ils sont censés s'appliquer, ne sont pratiquement jamais mis en œuvre parce que tout simplement le financement est absent. Donc on fait des recommandations, mais on sait pertinemment qu'on ne pourra rien y faire parce que les sous n'ont pas été prévus. Que les collectivités locales, qui n'y sont pour rien, parce qu'en général, ce n'était pas elles qui étaient
en place lors de l'attribution des permis, qui de toute façon ont été attribués au niveau de l'État, c'est encore à elle qu'il incombe de faire la signalétique sur tous les sentiers qui approchent des zones dangereuses et éventuellement de procéder à la mise de barrières ou de clôtures pour matérialiser les périmètres dangereux. On a constaté également, chaque fois que des riverains essayaient de s'organiser en collectif, associations, etc., que leurs demandes répétées de communication, des études, de toutes les analyses qui ont pu être faites par l'ARS, par les services de l'État, etc., se heurtent systématiquement à des refus ou bien à des délais de communication absolument inadmissibles et que globalement, il y a une volonté, mais vraiment mais systématique, de verrouiller l'information du public, ou alors à refiler le bébé, parler imagé, aux autorités locales, sans le vocabulaire, enfin, les explications pour décrypter tous ces textes scientifiques très techniques, et en le laissant se dépatouiller avec enfin, sur la communication au public. Donc, on a une faillite de l'après-mine qui est assez calamiteuse en France, sachant que la France est une nation avec un passé minier très important. On va s'approcher de l'impact sur la santé, c'est que tous ces éléments métalliques qui se retrouvent balancés dans la campagne comme ça, provoque des surimprégnations, c'est-à-dire l'ingestion orale ou par inhalation de cadmium, qui est cancérigène, je vous laisserai voir le détail, d'arsenic, de plomb, de zinc, d'amiante, d'antimoine également, etc., etc., qui tous ont des conséquences très lourdes pour la santé et que les autorités sanitaires se refusent systématiquement à lancer des études épidémiologiques au niveau de la population entière pour qu'on sache qui est contaminé, quelle proportion, est-ce que c'est au-dessus des statistiques nationales, en dessous, quelles mesures de prévention, de remédiation. Non, on met ça sous le tapis et on passe au sujet suivant. Donc, et en général, et même au niveau de la justice, il y a une tendance à considérer qu'il est impossible de poser un blâme sur une cause d'origine humaine ou d'origine naturelle, c'est-à-dire le fond géologique naturel, parce que c'est pas possible de faire la séparation entre ce qui pourrait être le résultat de la mine et ce qui pourrait être le résultat du sol du jardin que le brave petit retraité a travaillé pendant toutes les périodes de sa retraite. On avance. Merci. Et donc, je crois que je terminais là. Ici, je vous ai mis 4 photos qui ont été prises dans le village La Vieille Mine à Poulaouen, un peu au nord de Carhaix. Ça relève de ce groupe, de ce secteur minier de Huelgoat-Poulaouen, donc qui a fait l'objet la seule et unique étude à ce jour. Il y en a une autre en cours sur Pompéan, près de Saint-Brieuc, seule et unique étude de Géodéris. Alors, ce que vous avez en haut à gauche, c'est un tas de stériles qui, à l'origine, avait l'aspect de ce que vous avez en bas à droite. À l'entrée de la parcelle qui a eu été engrillagée autrefois, il y a toujours une vieille pancarte que je vous ai mise en haut à droite, interdiction de prélever le remblai, ni, faute de français, de le bouger. Alors là, c'est loupé parce que je suis passée un jour tout à fait par hasard pour prendre des photos et j'ai su que la mairie avait fait niveler le tas, donc étalé, donc je vous passe les nuages de poussière que ça a dû mobiliser, de manière à ce que ça se voit moins et que les jeunes puissent aller faire du vélo dessus. Bon, sans commentaire. En bas à gauche, vous avez alors c'est un paysage un peu sologno, pour ceux qui connaissent la Sologne, vous avez des zones humides avec des zones de grandes mares, etc. Je vous déconseille d'y mettre un orteil
orteil, ça doit être très acide. En fait, ça l'est parce que j'avais une sonde ce jour-là et que j'ai pu prendre des mesures à des pH de 3 ou 3,5. Et vous avez dans le fond donc des tas de stériles. Vous voyez avec le zoom que j'ai fait le ruissellement. Hein, le fait que vous voyez des cailloux qui se détachent, c'est tout simplement parce que toute la poussière fine a été emportée déjà sur le tas du bas à droite. Voilà le type de scénario. Et il faut savoir que au pied de ces stériles, entre les mares, etc., vous avez un village avec une quarantaine de maisons et que ces gens-là évoluent dans ce milieu-là et que personne ne leur a jamais dit que ça pouvait poser question. Récapitule, l'objectif de transition énergétique sans affecter la croissance économique et la qualité de vie, parce que ça, c'est les deux mantras de nos dirigeants. Hein. On ne change rien, mais on va mettre une dose de transition énergétique. Eh ben, le problème, c'est que ça va pas marcher parce que, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les, les chercheurs et les analystes qui écrivent sur la question, parce que historiquement, on peut constater qu'aujourd'hui, en 2024, on n'a jamais enfin, abattu et brûlé autant de bois. La consommation du bois, ça remonte à très longtemps, qu'aujourd'hui, plus pour se chauffer nécessairement, mais pour des usages industriels. Donc, on a fait la même chose avec le charbon. On n'a jamais autant extrait de charbon qu'aujourd'hui en 2024. On n'a jamais consommé autant de gaz, de pétrole, etc. qu'en 2024. Donc, ça n'est pas une transition dans laquelle on abandonnerait les anciens carburants enfin, sources d'énergie pour ne plus faire que de l'énergie électrique. Non, c'est un empilement, une accumulation, un millefeuille énergétique qui veut dire qu'on aggrave le bilan carbone de toute façon de l'humanité. Le moyen de la transition énergétique, eh ben, comme vous avez pu le comprendre avec l'exposé que je viens de faire, ça conduit à un développement mécanique des activités extractives. Le problème, c'est qu'on sait également, c'est un consensus dans la société, dans la communauté scientifique, que c'est l'activité humaine la plus polluante à court, moyen et long terme, en fait à perpétuité. Donc à l'arrivée, on a des impacts majeurs sur tout le climat, sur l'eau, en termes de quantité et de qualité, sur la production d'énergie. On a également le constat que parce que les métaux ne sont pas également répartis sur la totalité de la surface de la Terre, enfin la surface émergée, on ne parle même pas de l'océan, eh bien, le fait d'ouvrir une mine ici, que ça soit dans l'Allier pour le lithium ou bien à Kervignac ou à Site-sur-Aft ou à Bécon-les-Granites euh, en France, ça ne changera rien à la problématique. Il ne faut pas s'imaginer que c'est les quelques dizaines de milliers de minerais qu'on pourra extraire en France qui vont changer la géopolitique de la production et de la disponibilité du minerai de par le monde. Nous sommes des nains par rapport à des producteurs comme la Chine, malheureusement pour eux, le Chili, l'Argentine, etc. Donc, c'est véritablement une équation totalement insoluble, mais c'est un petit jeu qui, si on s'y livre, enfin, je vous rappelle, il y a quand même déjà 27 permes qui ont été accordées en France depuis 3 ans. Pour le lithium, la géothermie aussi. Donc, bon, il faudrait. Tout ce qu'on peut espérer, nous, à notre stade, c'est éviter qu'il y en ait sur notre sphère d'influence aux rivières de Bretagne, élargie même jusque sur la surface du massif armoricain. Mais l'ouverture d'une mine ne changera rien à la géostratégie et, au contraire, aggravera l'acuité des problèmes que nous connaissons déjà en Bretagne. Alors, j'essaye quand même d'ouvrir un petit peu une porte. Si la solution était ailleurs, rien n'est simple en termes de solution, surtout à l'échelle de la planète, mais le recyclage,
On en parle depuis longtemps. Ce serait bien vraiment de s'y mettre pour de bon. Et là, les prérequis, ça va être, je vois une question là, qu'est-ce qu'on propose? Ben voilà, j'y suis. Ça va être que, et ça, c'est quelque chose que les États se sont toujours refusés à faire parce que ça briderait l'initiative et la liberté d'entreprendre, c'est qu'on interdise aux industriels de mettre sur le marché des produits non recyclables, c'est-à-dire tous ces alliages de métaux qui sont tellement intégrés les uns aux autres que c'est absolument impossible de reséparer les molécules. Et que les filières de retraitement soient efficaces et que leur financement pour les développer soit à la hauteur des enjeux. Le réemploi, bah, évidemment. Euh, et puis, il y a un truc que personne n'ose prononcer, qui semble être un gros mot au niveau de la sphère politique, c'est la sobriété. On a depuis des décennies, depuis pratiquement la révolution industrielle, mais particulièrement depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, tout nous incite à consommer parce qu'il faut alimenter la sacro-sainte croissance perpétuelle. Le problème, c'est que nous sommes sur une planète finie, dont la population augmente, avec des aspirations de plus en plus gourmandes, on va dire. Donc, ça n'est simplement pas tenable mécaniquement et mathématiquement. Donc, il faut un petit peu d'introspection, pas nécessairement retourner à la bougie, mais se dire que l'image habituelle du smartphone ou de la trottinette électrique ou enfin, tous les gadgets qu'on nous propose maintenant, est-ce que c'est vraiment indispensable? Si nous nous sevrions de ces habitudes qui nous ont été inculquées, qui ne sont pas naturelles, eh bien, ça allégerait notre empreinte sur la planète, comme on est quand même très nombreux, ça finirait par avoir un effet, couplé à ce que je disais tout à l'heure, le recyclage, le réemploi. En tout cas, si mine il doit y avoir en Bretagne, eh bien, maintenant, vous savez à quoi vous attendre et vous êtes un peu plus armés pour pouvoir réfléchir et communiquer. Voilà. Le lien vers la consultation sur les PERM, vous avez les trois PERM là, vous verrez en fonction de votre territoire de résidence. Vous avez évidemment les liens pour eau et rivière où nous allons continuer à mettre en ligne des éléments. On a plusieurs documents là, sur lesquels on est en train de travailler. Et la fameuse Webothèque, vous voyez, il y avait un peu de lecture. Bon, si j'ai un conseil à vous donner, commencez par regarder le site de systex.org. Il est très bien fait. Les documents, évidemment, c'est pas une bande dessinée. Faut un petit peu lourd à lire, mais je peux vous affirmer que c'est très instructif. Voilà, merci.